Bonsoir tout le monde. Je suis heureux et très honoré d'accueillir ce soir un vieux ami que la première fois on s'est rencontré à Aix-en-Provence. Je me rappelle de cette rencontre toujours. Il est venu de loin, quelqu'un lui a dit, je te présente Assalam Kawakibi. Alors il a ouvert les bras, il a dit, le petit-fils de Ben Achour veut dire bonjour au petit-fils de Kawakibi. Alors, c'était notre première rencontre et je la garde toujours dans mon cœur, comme on dit. Yad Ben Achour, professeur. Alors, Monsieur Yad Ben Achour est un juriste et universitaire tunisien renommé. Il est professeur de droit public. Il a occupé des postes éminents tels que celui du président de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Vous vous souvenez, il y avait une révolution en Tunisie qui a été malheureusement. Et de l'indépendance et de la transition politique en Tunisie. Expert en droit constitutionnel, il a contribué activement à la transition démocratique post-2011 dans son pays. Son engagement intellectuel et juridique en faveur de la démocratie et des droits de l'homme a marqué sa carrière exceptionnelle. On va parler aujourd'hui de la crise de l'État en Tunisie. Et Dieu sait qu'il y a des crises. Je laisse la parole à Monsieur le professeur. Merci, cher ami. Effectivement, nous allons parler de la crise de l'État en Tunisie. Et comme l'a dit mon éminent collègue, la crise ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que la crise a débuté avec la révolution elle-même. C'est ce que je vais expliquer au long de mon exposé. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous au Carême pour parler de ce sujet d'actualité qui est la crise de l'État en Tunisie. Alors, nous avons d'abord un premier problème, c'est avec le concept de crise lui-même, qui est plus ou moins contesté, plus ou moins remis en question. Je sais que le sens commun donne une signification précise et sans équivoque au concept de crise. Et le sens commun le définit comme un moment de discontinuité, un moment de rupture par rapport à l'ordinaire des phénomènes, par rapport à la vie ordinaire des phénomènes. Mais malgré cette signification du sens commun, il faut justement se méfier du sens commun parce que ça ne nous donne pas la valeur du concept sur le plan scientifique. Et sur le plan scientifique, le concept de crise est remis en cause à telle enseigne que un intellectuel comme Edgar Morin a consacré une étude critique au concept de crise et a fini par appeler cela la crisologie. Car il y a plusieurs difficultés à l'utilisation rigoureusement scientifique du concept de crise. Le premier, c'est que tout vivant, y compris les sociétés, se trouve en perpétuel état de crise et que la fin des crises signifie la mort, tout simplement. Tout corps vivant, qu'il soit physique ou mental ou psychologique, collectif ou individuel, est en perpétuel état de crise. Et la vie consiste justement à dépasser les crises que nous vivons quotidiennement, que ce soit des crises morales ou des crises physiques, de maladies ou d'autres. Et par conséquent, l'absence de crise signifie la mort. Et on peut dire que la conservation et l'entretien du vivant, qu'il soit physique ou mental ou spirituel, consiste en une rectification, une redirection, une réorganisation en vue d'éviter la dislocation, en vue d'éviter l'effondrement. Parce que si l'état de crise dépasse, disons, une certaine ligne, une certaine densité, une certaine magnitude, eh bien, il devient comme la maladie qui va
finir par triompher sur la vie et tuer le patient. Au fond, la mort, c'est lorsque la crise devient, c'est-à-dire la maladie devient définitivement triomphante et que la mort s'installe. Et par conséquent, le rôle de l'État, c'est précisément de faire en sorte d'éviter les crises, de les dépasser, de les rectifier, etc., etc. Mais tout État vit dans dans une perpétuelle situation de dépasseur des crises. Et nous aboutissons ainsi à quelque chose qui pourrait paraître paradoxal pour vous, c'est que le politique consiste à éviter justement la fin des crises. Parce que la fin des crises, pour les sociétés politiques, ça signifie l'effondrement, la dislocation, comme certains États en ont connu dans leur histoire. Alors, la question, bien sûr, est de savoir comment fixer le critère de distinction entre la situation de normalité et la situation de crise. Quelle peut être la validité du concept? Comment pouvoir l'utiliser? Donc, le concept, c'est pour vous dire en un mot que le concept de crise ne va pas de soi. Chez les sociologues, c'est les scientifiques des sciences sociales, chez les historiens, et il y en a qui disent que le concept est obsolète et qu'il n'a aucune utilité. Pour la raison essentielle que justement, la vie, c'est la présence des crises. Alors, mais si nous admettons malgré tout que la crise constitue un moment de rupture, un moment de déséquilibre, une déstabilisation, nous avons une deuxième difficulté majeure qui va s'installer, qui va nous faire face. C'est le critère d'après lequel on va juger l'intensité à partir de laquelle nous sommes en droit de parler de crise. Autrement dit, si la crise est une rupture dans la continuité des phénomènes, ou une rupture dans l'ordre du désordre, à partir de quel moment, à partir de quelle magnitude de rupture est-on en droit de parler de crise? Et ici, nous allons nous heurter à un problème sérieux, à la fois épistémologique et pratique, dans le dossier du concept de crise. Donc, il faut s'interroger sur l'impact et les effets d'une crise sur le fonctionnement d'une société, parce que nous savons très bien que certaines crises sont porteurs d'une édification nouvelle, certaines crises s'installent, mais apportent une plus-value à la société, une refondation du social. D'autres, au contraire, aboutissent à un tel état de gravité qu'elles aboutissent à un effondrement total de la société. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans des pays comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'URSS, l'Allemagne de l'Est, la Libye, le Soudan, le Yémen, etc., etc. Le moment révolutionnaire de 2011 en Tunisie constitue d'abord une crise de l'État dictatorial qui l'a précédé. La question est de savoir s'il a été à l'origine d'une ou plusieurs nouvelles crises. Est-ce qu'il a réussi à réguler ses propres contradictions? Quelle est la nature de l'événement survenu le 25 juillet 2021, qui lui-même constitue une crise? Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions en examinant tout d'abord la crise fondatrice de la situation nouvelle en Tunisie, c'est-à-dire le segment qui va de 2011 à 2021, la décennie 2011-2021, pour analyser par la suite la surexcitation de la crise de l'État avec le coup d'État du 25 juillet 2021 et la restauration de la dictature. Je vais commencer par la première partie, c'est-à-dire la refondation du politique qui a été accompagnée d'une crise permanente de l'État. C'est ce que nous avons vécu entre 2011 et 2021. Nous sommes d'accord pour dire, je pense que l'événement révolutionnaire de 2011 est en lui-même à la fois une crise de l'État dictatorial, c'est une crise majeure de l'État dictatorial qu'il n'a pas pu dépasser puisqu'il s'est effondré, qu'elle a été la source d'une refondation politique et l'origine d'une nouvelle crise de l'État en juillet 2021. Alors, je vais commencer par la crise de l'État dictatorial. Très rapidement, nous savons que la révolution de 2011 a été principalement une révolution antidictatoriale doublée d'une demande de justice sociale.
dignité, liberté, justice, je répète, dignité, liberté, justice ont constitué les trois piliers du message révolutionnaire. Il est tout à fait faux de dire que la révolution tunisienne n'a pas eu de message. Elle a eu un message qui s'est exprimé pendant qu'elle marchait, pendant qu'elle se faisait, avec ces trois piliers que la révolution a posé et qui constituent l'essentiel de son message, c'est-à-dire la dignité, la liberté, la justice. Ce sont les trois piliers du message de la révolution de 2011. Mais il est évident, à mon avis, que cette dernière, c'est-à-dire la révolution, constitue une rupture majeure, non seulement du régime instauré le 7 novembre 1987, mais également du régime qui l'a précédé depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, cette révolution n'est pas une révolution uniquement contre le régime de Ben Ali, c'est une révolution contre les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la Tunisie et l'instauration de la République le 25 juillet 1957. La crise de l'État dictatorial était une crise annoncée, notamment par des révoltes qui ont précédé la révolution de 2011, et notamment la révolte du bassin minier. Une révolution est toujours accompagnée de pré-révolutions, de grandes manifestations massives, de révoltes qui sont écrasées la plupart du temps et qui finissent par le sang, mais qui sont annonciatrices d'un événement majeur. L'un des historiens que j'ai lu et qui a travaillé sur la Révolution française a noté que depuis la Fronde en France jusqu'à la Révolution, il y a eu 2558 révoltes, et notamment les révoltes frumentaires, c'est-à-dire les révoltes contre le renchérissement du prix du blé, de la farine, etc., etc. Une révolution ne descend pas du ciel comme un parachute. Une révolution, c'est quelque chose qui se prépare, et la révolution tunisienne s'est préparée. Mais lorsque on se situe en 2010, rien ne laissait présager que le régime allait tomber, allait s'effondrer. Cependant, la désertification de la scène politique, la répression systématique de l'opposition, le harcèlement continu des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, la pratique systématique de la torture, le développement de la corruption, le muselage de la presse, l'installation d'une frayeur générale sur le corps social avait fini par user le régime et généraliser l'hostilité à son égard. Il a donc suffi d'un élément contingent, oui, le suicide de Bouazizi, pour que l'ensemble du modèle explose suite à ce qui a été interprété comme une fuite de Ben Ali et une démission du pouvoir. Il y a eu donc un effondrement de l'État dictatorial. Les nouvelles instances issues de la Révolution se sont vues contraintes d'improviser des solutions, notamment par la création de la haute instance de la Révolution et par l'organisation provisoire des pouvoirs publics. En ce faisant, les responsables de l'époque voulaient éviter à la fois le défi du vide constitutionnel, le défi de l'organisation provisoire des pouvoirs publics, qui a été résolu, et le défi de l'enlisement politique et constitutionnel à cause de l'incertitude qui régnait alors aussi bien sur les compétences que sur la mise en que sur le mandat de l'Assemblée nationale constituante. Et enfin, le défi que nous avons dû surmonter, c'est le défi de la mise en œuvre des principes de la Révolution, notamment les questions essentielles suivantes: la question de la justice sociale, que la Révolution a hélas ratée, la nature du régime, le statut des libertés de la personne, les techniques juridiques relatives à la circulation de l'autorité, au rapport entre les grands organes de l'État, et enfin la grande question qui nous a préoccupés et fait perdre énormément de temps, c'est le rapport entre le politique et le religieux et la question de l'état civil qui a pris l'essentiel des travaux de l'Assemblée nationale constituante. Donc, en un mot, la révolution a constitué pour le régime de l'indépendance, puis celui de la dictature, un, un moment clé, une crise majeure. Mais cette crise majeure a servi à la refondation du politique. Et cette refondation du politique a été accompagnée elle-même d'autres crises.
La refondation du politique est apparue dès les premiers jours de la Révolution, avec l'occupation de la place du gouvernement, Casbah I, Casbah II, la constitution du Front du 14 janvier, l'institution le 12 février 2011 du Conseil national de protection de la Révolution, puis la mise sur pied de la haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique en février 2011, et de l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, qui fut présidée par notre ami Kemel Jandoub, qui est présent avec nous aujourd'hui. L'instauration d'une Assemblée nationale constituante, l'élaboration d'une nouvelle constitution ont été lancés comme vecteurs principaux de cette refondation. Tout se réalisait alors au nom du peuple, et le grand slogan, vous le connaissez, c'est le peuple veut, Achab Yurid, qui est quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire des idées politiques, que ce soit dans le monde arabe ou en Tunisie. C'est la première fois qu'une révolution est vue positivement. Les révolutions jusque-là, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes écrits, de mes conférences, etc. Les révolutions jusque-là étaient vues comme un élément négatif de l'histoire, qu'il fallait combattre, qu'il fallait réprimer, parce qu'elle correspond dans la conception théologique de l'histoire un moment de régression, un moment de dégradation, un moment de chaos. Par conséquent, il faut que le pouvoir politique redresse la situation. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, j'ai vu les travaux de Fers Chediek, par exemple, sur cette question-là, et d'autres savants, même Khaireddin, au début, Khaireddin, le Tunisien, était hostile à l'idée même de révolution, et beaucoup de penseurs arabes n'ont pas compris comment un peuple si civilisé que le peuple français pouvait décapiter la tête de son roi et combattre l'Église, c'est-à-dire combattre la religion. Et nous avons vu des savants musulmans fraterniser avec leurs frères, les catholiques, les prêtres catholiques qui ont été attaqués par les révolutionnaires français, les cathédrales attaquées, etc., etc. Nous avons vu des choses incroyables. Donc, c'est la première fois que dans l'histoire des idées politiques et de l'évolution des idées, la révolution a été comprise comme quelque chose de positif. Autrement dit, le peuple veut, on lui a accolé le signe plus et non pas le signe moins. Et il y a donc une nouvelle conception de l'histoire et de la théologie de l'histoire. Ce moment de l'édification allait cependant se heurter à un certain nombre d'antagonismes qui expliquent l'échec relatif de l'expérience de l'Assemblée nationale constituante et du gouvernement de la Troïka à l'époque. La Troïka, c'est-à-dire l'alliance des trois partis majoritaires à l'Assemblée nationale constituante, le parti Ennahda, le Congrès pour la République, le CPR, le Forum démocratique pour le travail et les libertés, etc. Et ces antagonismes sont les suivants. Et vous allez voir là que la crise est instituée en même temps que la refondation du politique, en même temps que la refondation de la société et de l'État, en même temps que la refondation des idées, des grandes idées politiques et notre conception de la révolution et du peuple. Les peuples, vous savez, dans la théologie islamique, n'étaient pas vus d'un très bon œil. Il y a toute une conception du peuple vil, du peuple qui n'avait pas les faveurs de la classe des savants du tout. Et la révolution, comme je vous l'ai dit, également la même chose. À partir de ce moment, ces choses-là vont changer. Il y a donc une refondation, mais une refondation qui va s'accompagner d'antagonismes majeurs. Le premier, c'est l'antagonisme entre les forces de l'ancien régime qui sont maintenues au sein du gouvernement et de l'administration, et même à l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante, les forces de l'ancien régime, et les forces nouvelles issues de la Révolution qui se manifestent par des dizaines d'organisations nouvelles, de partis nouveaux, etc., etc. Ça, c'est le premier antagonisme. Le deuxième antagonisme, c'est qu'au sein même des forces nouvelles issues de la Révolution, il y a une cassure entre les tendances islamistes, disons, mettons le mot entre guillemets, comme Ennahda, qui a remporté la majorité aux élections le 23 octobre 2011 avec 86 sièges à l'Assemblée nationale constituante, la pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement, 26 sièges, et les forces de gauche. Donc la fracture, c'est entre les forces de gauche laïques, anciennement marxistes, et les forces qui se prétendent également
issus de la révolution, c'est-à-dire les islamistes qui ont payé, il faut l'avouer, qui ont payé leur facture sous la dictature et qui l'ont payé sur le plan de la perte de vie humaine, la torture, etc., etc. Et donc, il y a un antagonisme au sein même des forces nouvelles révolutionnaires. Le troisième antagonisme, qui découle des deux premiers d'ailleurs, est relatif à la légitimité de l'Assemblée nationale constituante. En effet, la révolution étant dans une certaine mesure une révolution, je dirais, inachevée, la légitimité de l'Assemblée nationale constituante est restée en permanence sous le poids de l'incertitude et de la contestation. L'Assemblée constituante n'a jamais réussi à s'affirmer comme l'unique porte-parole de la révolution, l'unique porte-parole du peuple. Elle a été extrêmement contestée. Son mandat, par exemple, son mandat a été contesté, ses compétences ont été contestées. Beaucoup de partis politiques, parmi les partis de la Révolution, ont contesté le fait que l'Assemblée nationale constituante soit également assemblée législative. On leur a dit, mais d'où tenez-vous ça? On vous a élu pour faire une constitution, pas pour être des législateurs. Et donc, il y a eu un, des antagonismes assez forts qui se sont aggravés, évidemment, avec les crises politiques qui ont été vécues suite aux assassinats de Chokri Belrid le 6 février 2013 et de Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013. Ces assassinats ont radicalisé dangereusement les tensions et cette crise va déstabiliser les institutions de l'État. Devant l'ampleur de la crise de légitimité, des partis composant la Troïka, l'Assemblée, le gouvernement, le président de la République, tout cela ont été considérés comme responsables du climat de violence et des assassinats. Et c'est ainsi que pour dépasser les crises, l'UGTT a adopté le 29 juillet 2013 une déclaration fortement critique dans laquelle elle demanda la démission du gouvernement et la constitution d'un gouvernement de compétences, vous vous souvenez, KFAET, la dissolution des ligues de protection des ligues de protection de la révolution qui étaient de tendance islamiste, la neutralisation de l'administration, des institutions éducatives, universitaires, culturelles, la neutralisation des lieux de culte, la révision de l'ensemble des nominations, la constitution d'une commission d'enquête sur les assassinats et la violence, l'adoption d'une loi de lutte contre le terrorisme, la constitution d'un comité d'experts pour revoir dans les 15 jours la dernière version de la Constitution en vue de l'épurer des dispositions qui portent atteinte au caractère civil de l'État. Ça a été l'essentiel du dialogue, du congrès du dialogue national organisé en 2013. Donc, pour dépasser cette crise, il faut que j'aille plus vite, pour dépasser cette crise, il a fallu improviser quelque chose qui était assez original d'ailleurs et qui a valu à la Tunisie le prix Nobel, cette idée pour la sortie de crise, il fallait adopter le principe du tawafq, le principe du consensus, et renoncer aux procédures rigides, légales, formalistes, etc., etc., pour sortir de la crise. Mais nous ne pouvons pas nier que ce moment de la refondation a été un très grand moment de crise de l'État. Et je m'en tiens à l'État, hein, je ne parle pas de la crise sociale, de la crise mentale, etc., qui se manifestent. Des études psychiatriques ont démontré qu'il y a eu des ravages au niveau social, chez les jeunes surtout. Par exemple, l'augmentation du taux de suicide, etc. Donc, au moment de la refondation, il y a eu une exacerbation de la crise de l'État. Et cette exacerbation de la crise de l'État va encore se développer encore plus avec la Constitution de janvier 2014 et les nouvelles crises de l'État. Et là, je vais passer sur cette question très rapidement. La question de 2014 n'était pas une constitution sans problème. C'était vraiment une constitution à problème, il faut l'avouer, car elle a adopté en quelque sorte un modèle théorique qui était
inadapté à la réalité du pays. En adoptant ce régime d'assemblée, quasiment, hein, parce que le régime parlementaire adopté par la Constitution du 27 janvier 2014 n'était pas vraiment un régime parlementaire. Il n'était pas non plus, surtout pas, un régime présidentiel. C'était un régime qui se rapprochait du régime d'assemblée, c'est-à-dire le plus dangereux de tous, le plus dangereux de tous, le plus instable de tous, où les pouvoirs se concentrent au sein de l'Assemblée, mais ce qui entraîne en cas de absence de majorité une instabilité du gouvernement et en cas de majorité au sein de l'Assemblée, la dictature. C'est ce qui s'est passé en France avec la terreur, avec le comité de salut public. Donc, vous voyez, le régime d'assemblée prépare les deux grands dangers du politique, c'est-à-dire ou la dictature ou la déstabilisation et l'instabilité gouvernementale. Alors, nous avons vu là des coalitions parlementaires instables, une incapacité du Parlement à exercer normalement sa fonction, des abus de pouvoir caractérisés de la présidence du Parlement, un hiatus entre le gouvernement et le Parlement, une instabilité gouvernementale chronique. Je ne vais pas vous passer la liste des gouvernements qui se sont succédés, mais on a vu une instabilité terrible en Tunisie, une instabilité gouvernementale. J'ai la liste ici, je ne vais pas la citer parce que ça va être trop long. Et comme conséquence de ce que je dis, c'est-à-dire l'instabilité gouvernementale, une présidentialisation insidieuse du régime constitutionnel. Là encore, il y a un paradoxe. Nous avons adopté une constitution qui est pratiquement un régime d'assemblée et qui aboutit, à cause de ces dangers, à une présidentialisation du régime qui se manifeste comment? Qui se manifeste par le fait que le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, a fini par devenir le maître, et non pas l'Assemblée, hein, devenir le maître des nominations gouvernementales et notamment du chef du gouvernement. Ça s'est vu avec Béjéka et Tsepsi plusieurs fois. Mais le problème, c'est que cette présidentialisation ne peut pas aller jusqu'au bout de sa logique, ne peut pas aller jusqu'au bout de sa course parce qu'elle en est empêchée par la Constitution. Donc, on est entré dans un cycle très, très lourd de contradictions, de chaos, qui était augmenté en plus, qui était aggravé par le spectacle que le peuple voyait pour la première fois à l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante. Nous avions un peuple qui était habitué au magnifique parlement serein, calme, dominé par la quiétude, la discipline, etc. Et puis du coup, le peuple voyait. En plus, c'était présenté en direct les débats de l'Assemblée constituante. La chaîne 2 était en permanence fixée sur les débats de l'Assemblée constituante. Voyait des spectacles hallucinants de parlementaires qui s'insultaient, qui se battaient parfois physiquement et c'était pour le peuple une assemblée indisciplinée, une assemblée de députés bavards, etc., qui a redonné un petit peu la nostalgie, hélas, il faut le dire et le reconnaître, la nostalgie du gouvernement autoritaire. Et cette situation a été aggravée par la gestion calamiteuse de l'État de la part du parti majoritaire. Malheureusement, je dois le dire également, ce dernier, je sais que ce n'est pas le moment de le dire, mais en toute objectivité, il faut quand même le rappeler, n'a pas su se comporter comme un parti d'État, comme un parti responsable d'un État. Un parti responsable d'un État doit renoncer à son statut de parti d'opposition. Ils se sont habitués à leur statut d'opposition, de lutte contre la dictature, à se défendre, à veiller à leur intérêt de parti, etc. Ils ont continué à se comporter ainsi pendant l'Assemblée nationale constituante. C'est comme ça que la corruption s'est développée, qu'il y a eu des tentatives d'infiltration de l'administration, de la justice, de la police et même de l'armée. Et c'est pour cela qu'ils ont été accusés d'être les fomenteurs des assassinats de 2013. La conséquence, c'est que ce parti qui a eu le gouvernement entre les mains et qui ne s'est pas, il n'a pas réussi à se détacher de sa condition partisane, il s'est comporté un petit peu comme un parti prédateur, a commencé à perdre sa popularité
avec les élections de 2014 et les élections de 2019, c'était clair. Ennahda a perdu sa majorité avec avec les deux élections de 2014 et de 2019. Il fallait simplement laisser la nature faire son travail, mais on n'a pas laissé faire, on n'a pas laissé à la nature faire son travail. C'est-à-dire que il y a eu l'élection en 2019 d'un président et cette élection a été en vérité un vote sanction contre le parti qui pourtant avait voté pour lui. C'est eux qui l'ont porté au pouvoir, très curieusement. En tout cas, cette crainte du parti et cette crainte de la Troïka et cette nostalgie qui a commencé à voir le jour vers les années 2018-2019 explique le succès du nouveau président de la République, son élection à la présidence et le nouveau cycle de crise qui allait suivre. Euh, le nouveau président qui a été élu en 2019 a réussi euh, à profiter de toutes les colères contre le parti majoritaire, contre le système représentatif, contre le Parlement, contre le régime représentatif. Et d'ailleurs, il a fait de cette hostilité au régime représentatif, au système des partis, au système parlementaire, il en a fait le vecteur central de sa campagne électorale et le vecteur central de son action politique. Et c'est ainsi que nous allons voir par l'élection inattendue, totalement inattendue, de cet homme à la présidence de la République, la restauration de la dictature et l'aggravation de la crise de l'État. Cette crise de l'État va avoir des signes annonciateurs. Et les premiers signes annonciateurs, c'est que dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président s'est engagé dans une politique de résistance passive qui s'est manifestée par des violations systématiques de la Constitution, dont il a juré par serment de respecter les dispositions. Autrement dit, le coup d'État du 25 juillet 2021 se situait dans une stratégie éprouvée, programmée. Les différentes violations de la Constitution n'ayant pas provoqué d'hostilité massive, n'ayant pas provoqué de hostilité populaire, de réaction, le chemin était ainsi tracé pour la continuation de cette politique. Et ces violations de la Constitution, je parle des violations qui sont venues avant le 25 juillet 2021, hein, de la résistance du président à la mise en application de la Constitution. Résistance passive. N'est-ce pas, le président s'accroche à ses positions, refuse de mettre en exécution certains articles pourtant très clairs de la Constitution. Il résiste donc contre la Constitution avant de passer le 25 juillet 2021, non pas seulement à une résistance contre la Constitution, mais à une attaque véritable, à une attaque quasiment armée contre la Constitution de 2014. Et ces violations ont touché aussi bien l'esprit que la lettre de la Constitution. Elles ont violé l'esprit du régime parlementaire. Par exemple, lorsque le président s'est reconnu le droit de désigner des ministres n'ayant pas le soutien du Parlement. Ça, c'est inconcevable dans un régime parlementaire. Ce fut le cas, par exemple, des chefs de gouvernement Farfer, Mechichi. Il a prétendu également être l'interprète exclusif de la Constitution, et je ne sais pas d'où il tient cette idée, qui a été hélas soutenue par un certain nombre de juristes. Et par conséquent, il y a eu dès le début, dès 2019, une intention de personnaliser le régime constitutionnel, bien avant le 25 juillet 2021. Et les violations de la Constitution sont énormes. Par exemple, je prends un autre exemple, celui du refus du président de recevoir le serment constitutionnel des ministres ayant obtenu la confiance de l'Assemblée, au motif qu'il n'a jamais été démontré que ces ministres étaient corrompus. D'où lui vient ce pouvoir? Rien, c'est une passivité du président qui s'accroche à ses positions et qui sent qu'il n'a pas l'hostilité de l'opinion. Par conséquent, c'est une politique qu'il a exercée
d'ailleurs contre toutes ces idées parce que, par exemple, le fait que le président soit obligé de nommer les ministres qui ont eu la confiance de l'Assemblée, il l'a défendu contre Béjica Essebsi. Il a dit que le président de la République n'a pas le droit de ne pas nommer les ministres qui avaient la confiance de l'Assemblée quand Béjica Essebsi était président de la République. Mais au moment où il a eu la présidence, il s'est reconnu le droit de ne pas nommer des ministres qui avaient la confiance de l'Assemblée parce qu'ils étaient corrompus. Mais là, il a totalement changé de cap. Et il est au premier rang de ceux qui ont empêché donc l'application de la Constitution et en particulier la mise en œuvre de la Cour constitutionnelle parce qu'il en a refusé, il a refusé de promulguer cette loi. Et c'est ainsi qu'on arrive, après cette résistance passive, cette opposition passive à la Constitution de 2014, on arrive à l'assassinat en bonne et due forme de la Constitution de 2014 et le recours à l'article 80. Je m'excuse de vous donner ma propre idée sur ce recours à l'article 80. Révélé, je l'ai exprimé bien avant le 25 juillet 2021. En juin, en effet, en juin 2021, dans un entretien que j'avais eu avec Hala Al-Habib et qui a été publié dans le journal La Presse en juin 2021, on avait parlé à l'époque d'une lettre qui a été fuitée à partir de la présidence et qui parlait de l'article 80, de la mise en application de l'article 80 par le président de la République. Alors la journaliste m'avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez de cette lettre? Bon, écoutez, je lui ai répondu la chose suivante. Nous étions en juin 2021, le 7 juin 2021, donc bien avant, un mois et demi avant le coup d'État du 21 juillet. J'ai dit, d'abord, il faut vérifier la matérialité des faits et ensuite, s'il y a une lettre qui n'a pas été franchement démentie par la présidence, parce qu'elle n'a pas été franchement démentie. La lettre a été fuitée, la présidence n'a pas, d'une manière franche et ferme, dit que c'était un faux et que jamais il n'y aurait un recours à l'article 80. Non, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils ont, disons, observé un certain silence. Et j'ai dit que mon opinion est que quelque chose se tramait. Quelque chose se tramait. Voilà, je cite, je m'excuse, je me cite moi-même. Ce qui m'inquiète, c'est que cette matérialité n'a pas été niée par la présidence. Quelque chose est donc en train de se tramer. Cela fait-il partie d'un plan d'ensemble? Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce soi-disant recours à l'article 80 de la Constitution est un détournement absolu de l'article 80. Aucune condition de fond prévue par l'article 80 n'existe actuellement. Par ailleurs, ces mesures doivent avoir pour objectif le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et non pas leur suspension. En un mot, et sans entrer dans le détail, je cite toujours, sans entrer dans le détail de l'analyse juridique, l'article 80 doit servir à sauver l'État et non pas à le détruire. Fin de la citation. Voilà ce que j'avais dit en juin 2021. Par conséquent, ne vous étonnez pas, comme certains, que le lendemain du 25 juillet, c'est-à-dire le 26 juillet, je reprenne la même opinion qui était la mienne et que j'ai énoncée le 7 juin de 2021. Et j'ai dit qu'il s'agissait d'un coup d'État contre la Constitution. C'est quelque chose que j'ai dit un mois et demi avant. Pourquoi je ne l'aurais pas dit après? Donc ma position n'a pas changé. Et c'est ce que j'ai dit le 26 juillet. Alors, le président, évidemment, a réagi à cette déclaration en disant que certaines personnes qui se prenaient pour des juristes, mais qui n'étaient pas des juristes, et qui avaient atteint l'âge de la sénilité, et qu'il était difficile de les guérir de leur mal. Bon, les réseaux sociaux, je ne vous dis pas, se sont déchaînés, ont explosé leur fiel contre moi-même et les quelques personnes qui ont été très rares, on était très rares le 26 juillet à dire qu'il s'agissait d'un coup d'État contre la Constitution. Les gens étaient heureux, sont sortis pour acclamer le président, l'ambiance était une ambiance de liesse, etc. Et que des juristes viennent dire
des séniles et des gens atteints par des maladies mentales viennent dire qu'il s'agissait d'un coup d'État contre la Constitution, ça paraissait de l'hérésie, de l'hérésie. Et donc, les réseaux sociaux, c'était très dur d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas agréable quand même de se faire insulter soi-même, sa famille, ses proches, etc., etc. Bien. Voilà comment les choses se sont passées. Par conséquent, la Constitution, à mon avis, a été assassinée. Maintenant, les gens commencent un peu à comprendre ce qui s'est passé. Les gens reviennent à de meilleurs sentiments, surtout après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme de dire, d'affirmer que le recours à l'article 80 de la Constitution n'était pas légal. J'ai la citation de la Cour ici, mais je ne vais pas la citer, ça serait trop long. Euh, et, et par conséquent, euh, cet article 80, à mon sens, ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est absolument en dehors de la Constitution. Il viole la Constitution et ceux qui ont voulu le justifier, je crois, l'ont fait euh, en prenant une position politique, en suivant le climat général à l'époque, qui était un climat de soutien au président. Effectivement, il ne faut pas le nier, c'était le 25 juillet, un soutien massif au président. Et aller contre des soutiens massifs, c'était vraiment hérétique. Et je connais beaucoup de mes collègues, que ce soit des juristes ou des non-juristes, des académiciens, par exemple, qui ont soutenu, avec des mots extrêmement erronés, le recours à l'article 80. Il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas hésiter dans ce genre de situation, même lorsque il y a une majorité, se poser la question de savoir est-ce que le peuple ne se trompe pas de temps en temps. Oui, les peuples se trompent. Les peuples se trompent parfois lourdement. Et un peuple qui n'est pas éclairé par une élite sage et désintéressée, je dirais, est un peuple perdu. Et la démocratie se perd justement quand le peuple devient le véritable gouverneur du pays, sans avoir une assise intellectuelle, sans avoir une assise morale, sans avoir surtout une élite de sages et de penseurs désintéressés qui puissent le guider, qui puissent lui montrer le chemin. Par conséquent, la démocratie, je reprendrai ce problème bientôt, la démocratie, ça ne consiste pas uniquement à dire le peuple veut, ça consiste à dire également ce que le peuple veut doit se diriger vers la droite raison, vers l'éthique, etc. Suite à cela, nous avons eu le fameux décret du 22 septembre 2021 qui installe définitivement la dictature. Là aussi, j'ai des développements détaillés sur la question. Je ne vais pas les détailler pour vous dire tout simplement ceci. Mon commentaire maintenant, ce qui me reste dans la mémoire, nous sommes à des années maintenant de ce décret 117 du 22 septembre 2021. Ce décret 117 vient consacrer la dictature, qui s'est faite en plusieurs étapes. Il y a eu la résistance passive dont je vous ai parlé. Il y a eu le recours à l'article 80 de la Constitution pour tuer la Constitution. Et puis, il y a eu ce décret 117. Pour moi, ça reste dans l'histoire mondiale du droit constitutionnel quelque chose d'absolument exceptionnel, ahurissant. Parce que il donne quasiment au président l'entièreté des pouvoirs politiques, pas seulement du pouvoir exécutif, pas seulement du pouvoir législatif, pas seulement du pouvoir judiciaire, mais même du pouvoir constituant. Parce que ce décret s'est placé au-dessus de la Constitution en disant que toutes les dispositions de la Constitution restaient valables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au décret, l'article 20 de ce décret. En plus, c'est un simple décret. C'est un simple décret. Ce n'est même pas un décret-loi. Par conséquent, personnellement, je reste ferme sur ma position que ce décret est je ne sais pas, peut-être une revanche de l'histoire, je ne sais pas contre qui, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très grave qui a été soutenu. Et mon regret, c'est qu'il a été soutenu par de très rares, mais quand même,
mais quand même par certains juristes de nos collègues juristes. Je ne vais pas les nommer, mais cela me rend un peu triste parce que c'est quelque chose qui révolte la conscience juridique à sa base. Il n'y a pas à négocier ici. C'est un décret qui installe une dictature et les amis de la démocratie ne peuvent pas aimer les dictatures. Et ils sont là, les juristes. Moi, je pense que un juriste doit être là pour justement la conscience juridique, pour maintenir la conscience juridique en éveil et non pas poursuivre ce qui se fait dans la réalité. Et puis à partir de là, on a commencé le démantèlement des institutions et des légitimités. Le démantèlement des institutions et des légitimités. Il faut que là, à ce niveau, je fasse une petite remarque, c'est que ce démantèlement des institutions et des légitimités, il s'est fait au nom de l'idée selon laquelle la légitimité telle que l'exprime la volonté populaire doit l'emporter sur la légalité et le droit formel. Mais c'est une idée extrêmement dangereuse, parce que la démocratie, sa base, ces deux piliers, ce sont d'abord la légitimité, le peuple. Le peuple est là. D'accord. La volonté du peuple. Voilà. Mais d'un autre côté, une éthique, une vertu de la démocratie. Sinon, la démocratie se meurt. C'est-à-dire les grands principes de la démocratie, le respect des libertés fondamentales, le respect, la protection contre les arrestations arbitraires, la séparation, qu'elle soit souple ou rigide, des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, le contrôle des pouvoirs, surtout le contrôle des pouvoirs. Le décret de 117 institue le président comme législateur par l'intermédiaire de décrets-lois qui ne peuvent faire l'objet ni de contrôle de légalité devant le tribunal administratif, ni de contrôle de constitutionnalité. Dès lors que vous mettez en place des responsables, des organes de pouvoir sans contrôle, vous installez la dictature. Et alors, cela s'est fait, comme je vous l'ai dit, au nom d'une distinction qui est apparue très tôt entre la légalité et la légitimité. Le grand oubli dans cette illusoire distinction, c'est que personne ne s'est interrogé sur l'espace dans lequel se trouve cette volonté populaire, parce que cet espace est tout simplement introuvable. Où est le peuple? Qui l'exprime? Poser le principe comme ça de cette distinction entre la légitimité et la légalité, eh bien, c'est donner tout simplement le pouvoir à celui qui a le pouvoir précisément et qui s'arroge le droit d'interpréter la volonté populaire. Il devient la vérité. J'agis au nom du peuple. Je représente le peuple. Je suis l'homme peuple. Je suis l'homme peuple. Qui peut me contester? Mais c'est une manière de donner au pouvoir un chèque en blanc. C'est une manière de donner au pouvoir un pouvoir illimité. Et c'est par conséquent très dangereux pour la démocratie. C'est pour ça que personnellement, j'ai toujours lutté contre cette distinction entre la légitimité et la légalité, en disant toujours que la démocratie, ces deux piliers, ce sont à la fois la légitimité et la légalité. L'un ne va pas sans l'autre. Ils font partie d'un même tout et l'État démocratique est fondé sur cela. En plus, l'État démocratique est fondé sur le principe de l'autonomie des instances constitutionnelles, l'autonomie, et notamment l'autonomie de la justice, l'indépendance de la justice. Or, la dictature ne supporte pas l'autonomie des instances, quelles qu'elles soient administratives ou judiciaires. Et c'est comme ça que on a commencé à démanteler les organes de contrôle qui étaient prévus par la Constitution. Nous avons commencé à voir un certain nombre de mesures attentatoires à l'indépendance de la magistrature,
dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, son remplacement par un Conseil provisoire de la magistrature qui n'existe même plus d'ailleurs, qui n'a même plus de fonction parce qu'il est il est vidé de sa substance, que on a commencé à porter atteinte d'une manière illégale au statut des magistrats en mettant d'office, en prononçant d'office le limogeage d'un certain nombre de magistrats par dizaines. Hein, il s'agissait de 57 magistrats quand même, euh, qui ont été blanchis par la suite par le tribunal administratif. Mais on n'a pas tenu compte de la décision du tribunal administratif, comme nous n'avons pas tenu compte de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Et je ne vais pas entrer dans le détail de de tous ces éléments, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat d'un long travail de sape, d'un long travail de délégitimisation, d'un long travail de décribilisation de des instances judiciaires, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point critique, à un point critique qui a été dénoncé, ça ce ne sont pas mes idées, ça a été dénoncé par l'association des magistrats tunisiens, l'association tunisienne des magistrats, qui, dans un certain nombre de ses déclarations, a dénoncé cette situation catastrophique de la magistrature, disant que maintenant les mouvements de la magistrature étaient prononcés pas par des mudakarat amal, c'est-à-dire des circulaires, des circulaires concernant le mouvement des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature n'intervient plus et maintenant le mouvement des magistrats est entre les mains du pouvoir exécutif. Résultat, eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les magistrats sont, comme tous les êtres humains, susceptibles d'avoir des craintes, susceptibles d'être atteints dans leur tranquillité, dans leur tranquillité d'esprit, surtout, non seulement dans leur tranquillité matérielle, mais même dans leur tranquillité d'esprit, et par conséquent deviennent des magistrats soumis à la seule volonté du pouvoir politique. Par conséquent, les jugements ne sont pas rendus par les magistrats, mais par des autorités extérieures aux magistrats. Et cette situation de la Tunisie a été dénoncée dans le rapport conjoint du 6 mars 2024. C'est un rapport assez récent, 6 mars 2024. Donc, vous voyez que ce n'est pas moi seul qui parle, dénoncé par les rapporteuses spéciales sur l'indépendance des juges et des avocats, la rapporteuse spéciale sur la promotion de la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Ces rapporteurs ensemble ont rédigé un rapport qui a été adressé au gouvernement dans lequel ils se posent des questions sur la magistrature en Tunisie. Et maintenant, le dernier état de notre situation, c'est que nous aboutissons à un problème très, très grave qui touche l'état des libertés et droits de la personne humaine dans notre pays. Euh, Elle est la conséquence de la tutelle sur le pouvoir judiciaire. Ça va ensemble. Elle est la conséquence automatique de la tutelle qui a été imposée au pouvoir judiciaire. Cette tutelle sur le pouvoir judiciaire a permis à ce pouvoir unique de l'utiliser à son seul profit dans un but politique pour réprimer, harceler ou mettre hors d'état de nuire toute opposition qui constituerait un danger pour la survie du régime dictatorial. Le code pénal et ses dispositions relatives à la sûreté de l'État, le décret-loi, le fameux décret-loi numéro 54 du 13 septembre 2022, le deuxième décret scélérat, à mon avis. Enfin, il y a eu le décret de 117, le premier décret scélérat, et le deuxième, c'est un décret-loi, celui-ci, numéro 54, qui est d'ailleurs fondé très curieusement sur le décret 117, ce qui est une aberration. Nous en parlions ce matin, ce qui est une aberration parce que l'article 117 a été dépassé par la nouvelle Constitution, donc il n'est plus valable. Comment peut-on se fonder sur le décret 117 pour prendre un décret-loi qui est daté du 22 décembre 2022?
Donc, ce décret-loi s'adosse aussi bien à la Constitution de 2022 que, très paradoxalement et très contradictoirement, au décret 117 qui confère les pleins pouvoirs au président de la République. Mais il viole aussi bien l'un que l'autre. Ce décret-loi 54, il viole aussi bien le décret 117 que la Constitution. Pourquoi? Mais parce que aussi bien le décret 117 que la Constitution de 2022 mettent des limites au pouvoir du président de prendre des décrets-lois en disant que l'état des libertés publiques ne peut pas être atteint par les décrets-lois et que le chapitre de la Constitution visant les libertés fondamentales et les droits humains ne peuvent pas être atteints par les décrets-lois pris par le président. Tout cela, évidemment, est mené sous le slogan « La révolution se poursuit ». Dans les discours récents, nous avons réentendu ce slogan « La révolution se poursuit ». Elle se poursuit évidemment contre les traîtres, quels qu'ils soient, les traîtres de tout acabit, quel que soit leur domaine d'activité. En fait, les traîtres, ce sont les gens qui ne sont pas d'accord avec le régime, tout simplement. Les puissances étrangères, évidemment, les traîtres sont des suppôts des puissances étrangères. Même les organisations internationales sont considérées comme étrangères. Même les organisations internationales qui dépendent de l'Organisation des Nations Unies, c'est incroyable. Un opposant, par exemple, qui s'adresse au Conseil des droits de l'homme ou au Comité des droits de l'homme ou à des instances de l'Organisation des Nations Unies, ou qui rencontre un ambassadeur ou qui rencontre un attaché d'ambassade, devient tout de suite suspecté d'intelligence avec l'ennemi et peut être poursuivi pour cette raison. Et voilà les conséquences du nationalisme populiste qui se déploie avec force à tous les niveaux. J'en arrive maintenant à ma conclusion. À ma conclusion, le régime se base sur la légitimité. Mais la légitimité ici est une légitimité hypothétique, c'est une légitimité qui n'existe que dans les discours. Pour moi, la légitimité doit se prouver. Prouvez votre légitimité. Prouvez votre légitimité par la participation du peuple au vote. Or, si nous regardons sur ce plan, et nous constatons que les faits démentent cette hypothétique légitimité. Entre janvier et mars 2022, une consultation populaire électronique est organisée sur l'initiative du président, sur les questions politiques et sociales. Seulement 500 000 personnes participent. 500 000 d'après les chiffres officiels, hein, parce qu'il y a d'autres chiffres qui ont été donnés qui ne dépassent pas 300 000. Mais je prends les chiffres officiels, reconnus officiellement. 500 000, ce qui n'est pas quand même énorme. Il s'agit donc d'un échec. En mai 2022, une commission nationale consultative pour la fondation de la nouvelle République est instituée. Elle est chargée de préparer un projet de constitution qui serait soumis au référendum. Les deux comités de la commission nationale, c'est-à-dire les affaires économiques et sociales et les affaires juridiques, sont contestés. Les doyens des facultés de droit n'y participent pas. Le comité des affaires économiques réunit quelques représentants des partis ou organisations nationales. Le comité juridique, comme je vous l'ai dit, a été boycotté. Mais quand même, la commission consultative présente un projet de constitution au président et curieusement, ce projet de constitution a été complètement ignoré. Un projet de constitution a été publié au journal officiel le 30 juin. Il n'a rien à voir avec le projet qui a été présenté par cette commission qui a été boycottée. Mais malgré cela, un texte totalement nouveau qui est sorti de la réflexion personnelle du président est publié au journal officiel le 30 juin 2022 avec des erreurs si grossières, si énormes qu'il a fallu le rectifier 3 jours après par une nouvelle version de la Constitution avec 46 modifications qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, qui ne sont pas des erreurs de frappe. Hein. Non, non, il y a des concepts fondamentaux qui ont été changés
Et là, je crois que nous aboutissons à l'abandon de toute rationalité. Nous sommes dans le pathologique. Nous sommes passés dans le pathologique. Le projet est soumis au référendum, évidemment, le 22 juillet 2022. Moins de 30% du corps électoral participe à ce référendum. C'est encore un échec. Mais le chiffre qui sera évidemment retenu par le pouvoir, ce n'est pas 30%, c'est 94% de oui. Mais 94% de oui sur les 30% du peuple qui ont participé, ça, on oublie de le dire. Le comble est atteint par les élections législatives de 2023 pour l'Assemblée des représentants du peuple. À peine 11% du corps électoral se déplace pour voter pour les représentants à l'Assemblée des représentants du peuple. À peine 11% du corps électoral. Encore un échec. Alors écoutez, démontrez-moi la légitimité. Moi, je ne comprends plus. Alors, sans évoquer l'immensité de la crise sociale, parce que ce n'est pas notre propos, nous parlons de la crise de l'État, n'est-ce pas? Nous nous limitons à la crise de l'État. S'il fallait parler de la crise sociale et économique et l'exacerbation des conflits sociaux, la haine de classe qui s'est installée dans le pays, etc., nous parlons de la crise de l'État. Je voudrais pas dire que, en définitive, cette crise de l'État est à la fois une crise de l'État, ou dans l'État plutôt, une crise du politique et une crise éthique. Une crise de l'État, une crise du politique parce que la scène politique a été désertifiée de nouveau. Et même pire que du temps de Ben Ali. Au moins, du temps de Ben Ali, nous avions des organisations qui collaboraient plus ou moins, mais nous avions quand même une certaine représentation de l'opposition malgré tout. Mais il n'y avait pas une désertification absolue de la scène politique. C'est une crise dans l'État, dans la mesure où les institutions constitutionnelles officielles, après avoir été détruites, ont été remplacées par des institutions vides qui ne peuvent même pas remplir les maigres fonctions qui leur sont reconnues par la nouvelle Constitution à cause de l'omnipotence de l'autorité présidentielle, politiquement située au-dessus des institutions, au-dessus du droit, au-dessus de la Constitution. Donc, il s'agit d'une crise du politique, du terrain politique, une crise du politique en général. Il s'agit d'une crise institutionnelle à l'intérieur des États, à l'intérieur de l'État, pardon. Mais il s'agit surtout d'une crise éthique. Et je voudrais terminer par ce point qui, me semble-t-il, est extrêmement important. Cette crise éthique se manifeste par un décalage manifeste entre les principes qui sont affirmés dans les campagnes et les discours présidentiels et la réalité de l'action politique. Les principes sont connus dans ces campagnes et dans ces discours. Le président se réclame de principes éthiques, le principe de la pureté, le principe de la sincérité, le principe de le principe démocratique. Enfin, ces principes sont connus de tous. Il s'agit de l'édification démocratique par la base, al-Bina al-Qa'idi, il s'agit de la lutte contre la corruption, il s'agit de la primauté de la loi, l'égalité de tous devant la loi, le respect des libertés, la pureté, l'honnêteté et la sincérité des intentions et des actes politiques des responsables. Voilà ce qui est affirmé. Mais en revanche, les faits concrets, encore une fois, démentent totalement ces principes. Nous sommes sous le règne de la manipulation de l'opinion, le pouvoir unique, personnel, exclusif, l'exploitation de la loi au service du seul pouvoir, le maintien et l'aggravation de la corruption, le mépris de la loi par ceux qui sont chargés de la mettre en application, c'est-à-dire les juges. Et puis la nature, je dirais, je m'excuse, j'utilise un mot français un peu familier, la nature flicardière, je ne dis pas policière, mais flicardière du régime, le mépris des libertés fondamentales, surtout dans le domaine de la protection contre les arrestations arbitraires. Je parlerai également du déni du réel, n'est-ce pas? Et donc, il y a un déphasage total entre les principes de pureté, de sincérité de l'action, de transcendance de l'action politique et la mise en pratique de cette politique, c'est-à-dire la politique réelle, qui n'a rien à voir avec les principes qui sont affirmés au niveau théorique. Et le paradoxe,
c'est que malgré ces échecs, malgré ces crises, malgré ces hésitations, ces rebondissements, ces régressions, le régime semble tenir bon. Je dis il semble tenir bon, parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Nous avons vu des régimes tomber très rapidement, hein, sous un choc, un événement contingent. Qui aurait pu soupçonner en 2010 que Ben Ali allait tomber parce que un jeune s'est suicidé à Sidi Bouzid, alors que d'autres se sont suicidés avant lui à Monastir et dans d'autres lieux? Qui aurait pu penser qu'un événement aussi contingent aurait pu produire la chute d'un régime? Par conséquent, il y a cet élément contingent qui compte. Par conséquent, il faut, je pense, que la Tunisie se prépare à quelque chose de essentiel, qui est la préparation d'un renouveau, la préparation d'une renaissance, la préparation d'un retour vers ce que nous avons perdu. Car par suite de la Révolution, nous avons quand même gagné quelque chose. Nous avons gagné les libertés. Elles sont peut-être formelles, mais elles sont extrêmement importantes. La protection contre les arrestations arbitraires, c'est quelque chose d'important. Montesquieu en a fait la clé essentielle du régime constitutionnel. Le droit pénal, disait-il, le droit pénal, c'est la matière la plus fondamentale du droit constitutionnel. Plus les lois pénales sont modérées et tolérantes, plus le régime est démocratique. Et par conséquent, nous avons besoin d'une nouvelle refondation. J'ai commencé mon exposé par vous parler de la refondation qui a été produite par le moment révolutionnaire de 2011. Maintenant que nous sommes 10 ans après cet événement révolutionnaire de 2011, je crois que la Tunisie a besoin d'une nouvelle refondation. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami. Alors, on prend les questions dans la salle. On a jusqu'à 8 heures. Alors, je vous prie de poser vos questions de manière concise. Madame. Merci beaucoup. Vraiment, c'était superbe ce que vous avez fait. De loin, nous regardons de loin et nous ne comprenons pas. Mais vous avez expliqué beaucoup de choses. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit au début, quand vous avez dit que la révolution de 2010-11 était une révolution contre, plus que le régime de Ben Ali, mais aussi contre des défauts de Oui, ce oui, qui s'est passé depuis les indépendances. absolument. Oui. Et j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Merci. Est-ce qu'on répond question par question ou trois questions? Ok, d'accord. Donc, Alors, moi, j'ai pas de questions. Je me présente Kelsoum Saf, je suis maître de conf à l'université Paris-Nanterre et ex-journaliste tunisienne. Moi, je tiens à vous remercier, Seria, d'avoir pris la parole parce que vous parliez des intellectuels sages. C'est vraiment le moment de parler. Et personnellement, bien que je sois au courant et au fait avec tout ce qui se passe en Tunisie, mais ça me réconforte de vous écouter. Alors vous qui faites autorité hein, dans le domaine de la dictature de façon systématique. Parce que vous l'avez un peu mentionné, malheureusement, il y a encore des intellectuels du monde juridique, politique et autres qui commencent quand même, qui ne qui sont pas convaincus qu'on est dans une dictature systématique. Donc là, au moins, ça c'est réconfortant. Vous avez dit tout à l'heure que le peuple se trompe. Il s'est trompé le 24 juillet. Je ne pense pas que, il s'est trompé. De toutes les façons, à je n'ai pas l'époque, dit qu'il s'est trompé le 25 juillet. J'ai dit que les peuples peuvent se tromper. oui. Alors, oui, enfin, peut-être, mais en tout cas, vous avez aussi parlé comment dans les référendums, le peuple n'a pas donné, il y avait des retenues et au moins là, donc c'était corrigé. Je vous remercie d'avoir utilisé le mot scélérat, décret scélérat. Il s'agit bien de décret scélérat et ça nous ramène à l'époque coloniale parce que sous plusieurs égards, on se sent vraiment en arrière vers cette période. Euh,
Le mot crise de l'État, après votre exposé, votre explication, semble très, très optimiste. Parce que la crise, elle est ponctuelle, mais là, elle est déjà permanente, vous l'avez dit. Mais je crois qu'on assiste à un hijack de l'État, une dissolution, une prise en otage. Et à partir du 24 juillet, comme vous l'avez expliqué, on parle du comportement d'une personne, même pas d'un président, c'est-à-dire la fonction de président. Et c'est ça le drame. Alors, vous avez évoqué aussi qu'on est dans le pathologique, osons espérer qu'il y ait une solution médicale comme on l'a eu avec Bourguiba. Donc, on est le seul pays à avoir eu un coup d'État médical. Voilà, ça fait partie peut-être de l'improbable euh, auquel on peut espérer pour sortir de cette impasse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Belrith Brahim, avocat tunisien. Donc, j'ai deux petites questions. La première, avec les nouvelles formules introduites au rapport État-religion dans la Constitution de 2022, est-ce qu'on peut parler d'un califat ou une étape vers l'instauration de califat en Tunisie, surtout que M. Kais Saïed, son modus operandi va d'une nuance à une idée, à une voilà. Donc c'est la première question. La deuxième, vous avez fait l'allégorie pour parler de crise avec la maladie. Est-ce qu'on est dans une métastase pour l'État tunisien ou du moins pour le régime républicain? Merci. Bien. Merci beaucoup pour vos trois questions. Donc, je vais répondre aux questions. Oui, je dis que la révolution de 2011 est une révolution non pas seulement contre le régime de Ben Ali, mais contre ce que nous avons fait depuis l'indépendance. Car depuis l'indépendance, qu'est-ce que nous avons eu, les Tunisiens? Nous avons eu la concentration du pouvoir entre les mains d'un homme. Il se fait que Bourguiba avait quelque chose à apporter à la société. Bourguiba est un législateur au sens grec du terme, parce qu'il a posé les fondations d'une société nouvelle, de valeurs nouvelles, de normes nouvelles, et il n'y a pas que le code de statut personnel. Hein. Bourguiba a fait beaucoup d'autres choses. Donc, c'est un législateur avec un L majuscule qui concentrait entre ses mains tous les pouvoirs. Il a d'ailleurs institué le parti unique à un certain moment, lui qui était libéral. Et il s'est comporté d'une manière quand même assez narcissique. C'est pour ça que son départ n'a pas posé de problème. Un coup d'État, et puis ça y est, il s'en va et personne ne l'a soutenu. Donc, le vice fondamental qui a touché la société politique tunisienne depuis l'indépendance, c'est celui-là. C'est la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Bourguiba aurait pu la sauver, la situation, en 1970, lorsqu'il y a eu le MDS, la nomination de Hedinouer, etc., etc. Il ne l'a pas fait parce que le narcissisme bourguibien l'emporte toujours sur l'homme d'État. Et donc, je dis bien que la révolution nous a apporté les premières élections libres du pays, je suis désolé. En 2011, le 23 octobre 2011, nous avons voté comme un peuple libre pour la première fois dans notre histoire. Nous sommes allés aux urnes, nous avons mis nos doigts dans l'encre, nous avons voté, et puis voilà, le vote a donné un parti majoritaire qui ne correspond pas à mes préférences, mais je reconnais qu'il a eu la majorité, et puis c'est tout. Et puis que cette majorité a commencé à baisser à partir de 2014 et qu'il aurait fallu laisser les choses continuer naturellement pour qu'il y ait une nouvelle donne pour le pouvoir. On n'avait pas besoin de l'article 80. Moi, je nie l'idée qu'on avait besoin de cet article 80, que c'était salutaire. Le salutaire devait venir par les urnes et on aurait pu l'avoir par les urnes. Si vous suivez le mouvement des élections, entre 2011, 2014, 2019, vous allez voir la chute terrible du parti Ennahda. Donc, on aurait pu avoir les mêmes résultats pour moins de frais, hein, pour moins de dépenses. Par conséquent, je dis bien et je vous confirme que
La révolution tunisienne s'est faite contre le modèle institué par l'indépendance elle-même. Je ne dis pas que Bourguiba est l'égal des autres, pas du tout. Bourguiba, je le place au-dessus de la mêlée. Parce que lui, il avait de véritables idées, il avait de véritables ambitions, il avait un véritable projet sociétal, il avait un projet économique également, ce qu'on ne dit pas assez d'ailleurs. Bon, alors la dictature, les intellectuels qui nient qu'il existe une dictature, ils ne sont plus très nombreux, hein. Au niveau des intellectuels, ils ne sont plus très nombreux. Les gens quand même commencent par s'apercevoir que le peu que nous avons gagné par la révolution, c'est-à-dire les libertés publiques, l'intégrité physique, la protection contre les arrestations arbitraires, c'est quelque chose d'important et euh, même ceux qui avaient soutenu le 25 juillet reviennent sur leur position maintenant. Ils sont très nombreux, les académiciens, les professeurs et tout. Il y a beaucoup de méfiance des intellectuels maintenant vis-à-vis du nouveau régime parce que les gens commencent à comprendre. Ce que je voudrais quand même vous ajouter, c'est qu'il n'y a pas que les intellectuels aujourd'hui, même des gens qui appartiennent au camp politique qui soutient Kais Saïd sont en train de quitter et de faire des déclarations, de présenter des excuses, etc., etc. Alors, s'il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de dictature, moi je me demande ce qu'il leur faut pour qu'il y ait dictature. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une dictature? Je crois que c'est assez, non? Mais pour le reste de vos commentaires, je partage tout à fait ce que vous avez dit, hein, la prise de l'État en otage, la solution médicale. Bon, je ne sais pas, ça, je vous laisse la responsabilité de la solution, mais je dis tout simplement qu'il y a une nouvelle refondation à donner. Il faut que ce que nous avons gagné par la Révolution soit réinstauré par une nouvelle refondation du politique. Ça s'est vu, vous savez, les révolutions ne donnent jamais leurs fruits dans l'immédiat. Et en particulier la Révolution française. En particulier la Révolution française. Je disais à mes collègues tout à l'heure au cours du déjeuner, si nous considérons un homme ou une femme qui avait 15 ans au moment de la Bastille, en 1789, et qui a vécu la situation jusqu'au coup d'État de Bonaparte, c'est-à-dire qu'elle aurait eu 25 ans. 15 ans en 1789, cette personne aurait eu 25 ans au moment où Bonaparte a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle aurait vu? Mais rien, du négatif. Il n'y a eu que du négatif. Il y a eu la chute de la monarchie, ok, mais après, il y a eu des guerres civiles, des guerres internationales, des exécutions extrajudiciaires, il y a eu la terreur. C'était pas beau, la terreur, vous savez, c'était pas beau, le comité de salut public. Il y a eu, et puis il y a eu le coup d'État de Bonaparte. Et puis l'instauration de l'Empire. C'est quand même pas révolutionnaire, l'instauration. Et puis la première restauration de Louis XVIII, c'est pas très révolutionnaire, tout ça. Et la deuxième restauration de 1830, c'est pas très révolutionnaire. Et donc, il a fallu que la Révolution fasse des rappels en 1830, puis en 1848, puis après la Commune de Paris, pour qu'enfin, vers 1875, on voit fleurir les fleurs de la Révolution française. La Révolution française, elle a été mise en exécution en 1875, après, avec les lois constitutionnelles de 1875. Et c'est à ce moment-là que la France a commencé à vivre véritablement, sur le plan pratique, pas sur le plan théorique, sa révolution de 1789. Mais sinon, les révolutions, vous savez, dans l'immédiat, c'est un traumatisme social qui bouleverse la société, qui apporte du négatif dans la société. Seulement, voilà, ce qui est nouveau dans la révolution tunisienne, c'est qu'elle a apporté un message nouveau qu'on n'oubliera pas et que tous les régimes qui viendront dans le futur ils seront obligés de s'y référer. Alors, pour le califat, bon, n'exagérons pas quand même sur les mots. Le califat, c'est fini. Le califat est mort avec l'Empire ottoman, c'est fini. Il est enterré, on n'y reviendra pas. Vous pouvez rêver tant que vous voulez, le califat. D'abord, le califat, dans son histoire, n'est pas aussi beau qu'on le pense.
nous avons ici un collègue qui connaît mieux que tous, si Mons Ben Abdelil, il peut vous faire des leçons sur l'histoire des califats qui ont été une succession d'immondités et puis, vous savez, le califat des Rachidoun, c'est un peu une invention historique. Hein, il faut voir comment ça s'est passé réellement. Donc, le califat, ce n'est pas ça. Le problème dans la constitution de 2022, c'est qu'elle a supprimé cette relation organique entre l'État et la religion en enlevant l'article 1er. La Tunisie est un État indépendant, sa langue et sa religion est l'islam, mais l'a remplacé par quelque chose qui est extrêmement dangereux en disant que l'État s'inspire des ultimités de l'islam, ses principes de liberté, d'égalité, etc., mais que seul l'État peut interpréter ces principes. En disant seul l'État, c'est justement extrêmement dangereux. Donc, il ne s'agit pas d'un califat, ni d'une métastase d'ailleurs. Il s'agit d'un retour au même modèle de rapport organique entre l'État et la religion, mais parlé autrement, vu autrement, sur le plan de l'expression. Mais je crois que fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux deux constitutions qui l'ont précédée. La constitution de 2022 n'a pas apporté quelque chose de fondamentalement nouveau, sauf au niveau de l'expression, par rapport à la constitution de 2014 et par rapport à la constitution de 1959. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. On prend deux dernières questions. Monsieur. Merci, cher professeur, pour cette intervention. J'ai l'impression qu'il y a un angle mort dans votre analyse et j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer. Euh, L'angle mort, c'est une partie de l'État soutient l'actuel président. Les forces. Une partie de l'État, une partie de la société aussi. Non, non, ce que je veux dire, c'est que l'armée et les forces de police sont les deux premiers adjuvants du nouveau régime qui sont au sein du Conseil de sécurité, qui se réunit périodiquement et qui prend les décisions. Je ne sais pas si les décisions sont prises de façon collégiale ou non, mais ils sont là, visibles à la télévision. Nous les voyons périodiquement sans les écouter. Mais le régime a une pratique policière qui s'aggrave de plus en plus, et nous l'avons vu dernièrement contre les avocats. Et donc, j'aimerais bien savoir comment vous insérez cette dimension, ce paradigme dans la crise de l'État. Euh, la deuxième remarque, c'est que c'est vrai que quand on parle de l'État, on peut se suffire à cela. Mais nous avons un État dans une société. La société tunisienne vit, comme l'a certifié la Banque mondiale, de façon informelle. Notre économie est à plus de presque 60% informelle. Quand on dit informel, c'est-à-dire que tous les acteurs économiques, y compris les acteurs légaux, hein, agissent en dehors des structures de l'État, en dehors de la légalité. Et donc, nous avons abouti, je crois, spontanément à avoir un régime informel qui ne respecte pas sa propre constitution, qui ne respecte pas ses propres lois, qui utilise les lois d'avant la Révolution pour gérer la nouvelle société. Vous voyez. Et donc, cet aspect c'est important de nous dire, de votre point de vue, comment est-ce que vous liez l'État à la société, même si l'objet de votre intervention ne portait pas sur la société. Merci. Oui, je me suis astreint à ne pas évoquer le problème de la crise sociale, hein, parce que ça nous aurait mené trop loin. Deuxième question? Oui, bonjour. Alors moi j'avais 14 ans à la Révolution 2011 et 24 ans au coup d'État, donc votre analogie je la confirme. Et vous avez parlé dans votre conclusion de renouveau
Et ma question, c'est comment est-ce que vous voyez ce renouveau? Est-ce que, sur le plan légal, sur le plan de la Constitution, est-ce que vous voyez un retour à la Constitution de 2014 qui serait peut-être difficilement acceptable ou continuer avec celle-ci, mais on sait que c'est une Constitution qui, entre les mains de quelqu'un, peut très vite virer. Vous qui avez fait partie de la première refondation du politique, quand vous voyez la prochaine refondation? Fatim. Merci, c'est clair. Merci. Je prolonge un petit peu la question de Hakim. Donc, vous avez parlé effectivement de la nécessité d'un renouveau et vous avez aussi pointé le rôle, enfin, ce qui devrait être le rôle des juristes, enfin, des élites en général, mais je vais me concentrer sur les juristes parce que les juristes, à partir de 2011, ont constitué, vous en êtes une preuve, mais l'autre illustration, c'est Kais Saïd, ont constitué vraiment ils ont fait irruption dans la vie des Tunisiens. Kais Saïd s'est fait connaître parce que il était invité en tant que juriste au JT, donc c'est devenu un familier de tous les foyers tunisiens pour parler de questions constitutionnelles et on a parlé en long, en large et en travers de questions juridiques constitutionnelles. On a traité la révolution par l'angle du droit et par l'angle de la Constitution. Pour le meilleur, hein, ça a permis aussi d'avoir toutes ces avancées, notamment en matière de droits et des libertés, et pour le pire, où on a vu pas qu'en 2021 en réalité, dès 2014, et je suis sûr que vous vous en souvenez, dès 2014, et à peu près les mêmes personnes qui ont fait entre guillemets, des fatwas juridiques à la demande pour justifier, par exemple, le fait que le président convoque enfin, le président qui n'était pas encore élu, c'est-à-dire le président sortant, nomme un gouvernement pour donner que cet exemple-là avec une interprétation plus qu'alambiquée qu'on a revue par exactement les mêmes personnes en 2021. C'est-à-dire que si on refait une refondation, quel serait le rôle des juristes, particulièrement des juristes? Est-ce qu'il faudrait avoir un traitement juridique de la question politique ou pas? Pour moi, ça me semble fondamental, pour le meilleur encore une fois et pour le pire. Merci. C'est bien. Alors, je vais commencer par cette question, si vous voulez. Moi, j'ai quitté mon statut de juriste. Maintenant, j'écris des poèmes. Je m'évade. Parce que je trouve qu'effectivement, vous avez raison. Je crois que les juristes m'ont fini par dégoûter des juristes. Ils ont eu trop de pouvoir et c'est la même faculté, le plus beau qui donne. C'est la faculté des sciences juridiques qui a donné. Parce que la faculté des sciences juridiques est elle-même issue d'une révolution hein, à l'intérieur du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. La constitution de la faculté des sciences juridiques a une histoire qu'il faudrait écrire et qui est très, très compliquée. Alors, je crois que vous avez effectivement raison sur une chose, c'est que depuis la révolution, hein, depuis la révolution de 2011, pas 2014, depuis 2011, les juristes se sont emparés d'abord de la haute instance, il faut le reconnaître. La haute instance avait un comité de juristes que j'ai composé moi-même et qui était formé de juristes. Bon, j'ai cru bien agir en prenant les meilleurs juristes. Bon. C'est le cas pour l'instant. C'est après que les malheurs vont commencer. Voilà. Maintenant, on va m'accuser d'être responsable. C'est vrai que les juristes ont un rôle, jusque-là, ont eu un rôle fondamental et il faudrait quand même que ça cesse parce que cette manière formelle de considérer les choses, toujours à l'ombre des principes constitutionnels, les principes juridiques, etc., les principes procéduraux, ne résout pas les problèmes, en fait. Ça, c'est un vice que nous portons depuis le début. Moi, je me souviens très bien en 2011, notre hantise, c'était le vide juridique. Notre hantise, c'était le vide juridique. Alors que le révolutionnaire s'en fout du vide juridique. Hein. Un véritable révolutionnaire est là, justement, pour foutre le droit en l'air et nier la légalité et nier la Constitution. C'est ça, une révolution. Or, nous, c'est pour ça que je dis que notre révolution est un petit peu une révolution inachevée, parce que tout de suite,
nous avons voulu résoudre les problèmes par exemple, l'organisation provisoire des pouvoirs publics, le code électoral, l'élection de l'Assemblée nationale constituante, etc., etc. C'est ce qui nous a amené peut-être à ignorer un peu la question sociale et la question de la justice sociale. Peut-être que si on avait eu dans les gouvernements respectifs quelques artistes, quelques sociologues, quelques ingénieurs, etc., ça se serait peut-être pas passé comme ça. Je suis d'accord avec vous donc sur ce fait et qu'il faut que ça change. Maintenant, il faut faire bien attention aussi. Le droit ne peut pas être jeté à la poubelle. Parce que ce qui vous permet de garder votre refuge, c'est ce droit-là. C'est ce qui vous permet de parler. Quand vous dites qu'il y a une violation de la Constitution, même si on vous harcèle, même si on vous réprime, vous avez derrière vous une puissance intellectuelle, une puissance morale qui vous soutient. La Constitution. Vous ne pouvez pas y renoncer. Donc, il faut faire attention. Hein. Les juristes ont peut-être pris beaucoup de pouvoir dans l'après-révolution, mais il faut faire attention sur le fait que le droit a un rôle extrêmement à jouer, y compris dans les périodes révolutionnaires. Regardez encore une fois la Révolution française et toutes les constitutions qui ont été adoptées par la France depuis la première constitution de 1791, puis la constitution de la Convention, puis la constitution du Directoire, etc., etc. Donc l'ordre juridique est très important pour rééquilibrer les choses. Sinon, je rejoins vos idées. Oui, le droit, les juristes ne doivent pas avoir ce pouvoir, mais le droit ne doit jamais être oublié. Alors maintenant, comment je vois ce renouveau? Je ne peux pas vous répondre exactement à cette question parce que ce renouveau ne dépend pas des hommes, mais des événements qui vont le décider. Mais moi, je crois qu'il faut un renouveau. Est-ce que ça va être un renouveau institutionnel? Est-ce que ça va être un renouveau par le changement de pouvoir? Est-ce que ça va être un renouveau par l'organisation d'une période transitoire? Est-ce que ça va être un renouveau par une nouvelle révolution? Peut-être, je n'en sais rien, moi. Qui peut savoir? Donc, le renouveau, il le faut, mais ça reste quand même couvert par le mystère. Je voudrais maintenant en arriver à l'angle mort. Oui, je sais bien que pour pouvoir gouverner, il faut disposer de... Et surtout, vous savez, dans tous les États du monde, le pouvoir le plus fort, c'est celui qui est juridiquement le plus faible, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Je dis que le pouvoir qui est juridiquement le plus faible dans la Constitution, c'est en vérité lui qui est le pouvoir le plus fort. Parce que dans toutes les constitutions du monde, le chef de l'État et le gouvernement sont considérés comme des pouvoirs exécutifs. Exécutifs de quoi? Exécutifs d'ordre et de normes qui lui viennent d'une assemblée représentative du peuple. Donc, c'est les exécutants, en fait. Le pouvoir exécutif, c'est l'exécutant de la loi. C'est l'exécuteur de la loi. C'est celui qui met en application la loi. Par conséquent, c'est un pouvoir inférieur, juridiquement parlant. Hein. Juridiquement parlant, le pouvoir supérieur, c'est le pouvoir du législatif, le Parlement. Le pouvoir de contrôle, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et les cours constitutionnelles, etc., et le pouvoir juridiquement inférieur, celui qui doit être contrôlé, celui qui doit être guidé par le législateur, c'est le pouvoir exécutif. Ça, c'est le droit. Maintenant, ce qui se passe dans la réalité, c'est le contraire. C'est le pouvoir, politiquement parlant, c'est le pouvoir exécutif qui est le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il dispose de la force armée. On ne peut pas mettre une force armée entre les mains d'une collectivité de 200 ou 600 hommes. C'est impossible. Une force militaire, une force policière doit être mise entre les mains d'un seul homme. On ne peut pas donner à une assemblée ou à des juges le pouvoir militaire. Le pouvoir policier, c'est impossible. Donc, le pouvoir policier et le pouvoir militaire dépendent fatalement, ça c'est une fatalité de l'ordre juridique des humains, il doit être confié au pouvoir exécutif. Résultat, nous avons un paradoxe. Le paradoxe juridique premier, c'est que
la partie de l'État qui est la plus faible juridiquement devient la plus forte politiquement parce qu'elle dispose de la force armée et de la police. Maintenant, vous avez raison de dire que le président actuel gouverne avec le soutien de... Mais c'est le cas de tous les pouvoirs exécutifs dans le monde. Dans le monde. Parce que le pouvoir exécutif dispose du pouvoir militaire, du pouvoir policier et surtout du pouvoir de renseignement. Le renseignement, n'oubliez pas la force du renseignement militaire et du renseignement de la police. Regardez le rôle de la CIA, par exemple, et du FBI aux États-Unis, mais c'est immense, c'est immense. Et dans tous les États du monde. Alors, je sais qu'il est soutenu, je sais qu'il est soutenu par une partie, vous dites par une partie de l'État, mais moi je dirais par la partie effective de l'État, c'est-à-dire par la force armée. Je vous réponds tout simplement que ce n'est pas le cas de la seule Tunisie aujourd'hui, c'est le cas de tous les États du monde. Maintenant, je vous dis une chose, vous dites c'est ce qui est visible, etc., mais je vous dis, moi, faites attention. Les choses visibles peuvent cacher des choses invisibles. Et les surprises peuvent venir là où on les attend le moins. Voilà ce que je réponds, c'est tout. Maintenant, je réponds, vous voyez, d'une manière très générale, ne vous fiez pas au visible et à l'officiel. Parce que ces visibles peuvent cacher beaucoup d'invisibles. Et c'est lorsque ces invisibles apparaissent que les choses changent. Voilà, je m'en tiens là, hein, je ne vais pas vous détailler. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour le professeur Ayad Ben Achour pour ce partage riche et très utile. Je vous invite à revenir le 11 juin pour une soirée consacrée à Gaza. On va recevoir Jean-Pierre Filu, Ah, d'accord. Leila Sera et Senen Florence, qui est un ancien ministre espagnol. On va parler de Gaza encore, et c'est peu ce qu'on fait pour Gaza, mais on essaie toujours de continuer à en parler. Merci beaucoup. Merci, professeur Ayad Benachour. Je vous remercie tous.